Alors pour se déplacer, que ce soit en voiture électrique ou en voiture classique comme on connaît aujourd'hui, il faut des routes. Des routes, c'est de la voirie, ça coûte cher. Les élus sont confrontés à ce genre de choses en général dans les opérations d'aménagement. Et cette problématique d'étalement urbain, ça se traduit comme ça souvent pour eux. Il faut des réseaux, il faut de la voirie. Je voudrais laisser la parole à Alain Marsolier. Vous êtes maire adjoint d'Argentré et conseiller d'agglomération à Laval. Qu'est-ce que ces débats-là, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qui s'est dit aujourd'hui? Déjà, je suis heureux qu'on parle un peu de la Mayenne. Vous avez remarqué, tous les départements de la région sont représentés aujourd'hui, ou seront à la fin de la journée. Là, je suis le premier représentant de la Mayenne, bon, tant mieux. La Mayenne, c'est 300 000 habitants, dont 100 000 dans la Val-Aglo. Alors, je suis élu d'une petite commune de 2500 habitants dans le périurbain lavallois, c'est-à-dire à la fois commune rurale et commune urbaine. Je dirais globalement, moi, le constat qu'on fait, nous, élus de ces secteurs-là, d'abord, comme le disait ma voisine tout à l'heure, et je m'en fais l'écho, l'étalement urbain, ça concerne aussi les petites communes rurales, et ça, on ne le dit jamais assez. Quand on prend les photos aériennes d'aujourd'hui et quand on les compare à celles d'il y a 20 ans, 25 ans, on voit souvent des bourgs qui ont doublé en surface, et c'est quand même au détriment des surfaces agricoles qu'on a forcément toujours encore besoin, ça c'est évident. Donc ça, ne l'oublions pas, ça c'est le premier constat. Ce que j'ai entendu ce matin aussi m'a paru intéressant, c'est que la densification, quelle que soit la signification qu'on y met derrière, peut être bien vécue, à l'exemple de ce qui se passe aux Pays-Bas, au Royaume-Uni. Donc ça donne de l'espoir pour nous, en fait, d'avoir des habitants qui se sentent bien sur des espaces un peu plus denses. On a évidemment, nous, en milieu rural, une réticence plus forte encore pour les petites parcelles qu'en milieu urbain. C'est un frein supplémentaire, et comme il était dit tout à l'heure. Et puis, ça n'a pas forcément été beaucoup évoqué, mais il y a un besoin de requalification des bourgs, et notamment des centres, où il y a des logements inadaptés, vétus, il y a une image dévalorisée, et on a besoin de reconquérir nos bourgs. Reconquérir nos bourgs pour l'image, revaloriser l'image, mais aussi pour y créer des logements sans forcément passer par ce qu'on appelle l'extension urbaine. On dit plus le lotissement, on dit l'extension urbaine. Ça prend toujours autant d'espace sur les espaces agricoles. Donc voilà un peu le constat que nous, on fait, élus de ces secteurs-là. Alors les enjeux pour nous, là je partage ce qui était dit jusqu'à maintenant, l'échelle intercommunale avec les PLH, les PLU qui ne sont pas encore assez souvent intercommunaux et les SCOT, la nécessité de cette réflexion, surtout de la décliner à l'échelle communale au niveau opérationnel. Dans beaucoup d'intercommunalités, on a encore du mal, une fois qu'on a voté un PLH, d'aller l'appliquer chez soi dans sa commune. Bon. Ça paraît évident et pourtant c'est parfois un peu difficile à mettre en application. Donc aujourd'hui, je dirais que l'enjeu, c'est penser, je résumerai ça à une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps qui me paraît intéressante, penser la ville des courtes distances. Par rapport à tout ce qu'on a dit ce matin, ça me semble être quelque chose d'important. Et puis penser solutions diversifiées, comme c'était dit tout à l'heure par ma voisine, je pense que c'est un des leviers. Et nous, élus, on est là pour réfléchir sur rendre possible des projets urbains qui facilitent la construction de logements économes. Alors, logements collectifs, intermédiaires, semi-individuels, de maisons de ville, etc. J'allais dire, à ce niveau-là de réflexion, peu importe, c'est la solution qui doit être adaptée après, mais d'avoir surtout des projets urbains qui facilitent des logements économes. Quand on a un règlement qui permet ou qui même va plus loin en imposant la mitoyenneté, parfois c'est vécu par une contrainte difficile à gérer. Pour moi, je considère que c'est une chance d'économiser un peu d'isolation quand on construit la maison. Alors, ça amène d'autres complications, je veux bien l'entendre, mais il y a quand même, et je suis rassuré d'entendre mon voisin tout à l'heure dire qu'il y a plein de recherches scientifiques en ce moment
qui finalement rendent possible la densification, la maîtrise de l'étalement urbain qui s'impose à nous tous, et ça c'est rassurant. Et j'irai à partir de là, je voudrais terminer par un appel aux constructeurs. Aidez-nous à faire aimer les petites parcelles. Ça me paraît important. On a du mal. Dans la salle. Parce que tout l'argent qui n'est pas mis dans la parcelle parce qu'elle est plus petite, eh bien, ça pourra aider aux surcoûts que j'ai entendus depuis ce matin et qui sont dus aux évolutions de la réglementation. Laquelle réglementation, quand même, on ne l'a pas dit, c'est quand même un petit peu du gagnant-gagnant, parce que la RT 2012, certes, ça amène un surcoût, ça amène quand même des économies de fonctionnement. On oublie un petit peu de le dire, mais on n'est pas, comme on le disait tout à l'heure, dans les mêmes échelles. Et puis les élus, je pense que de plus en plus, on a quand même enfin compris, je crois, que les règles d'urbanisme, on doit vraiment faire de l'urbanisme de projet, qu'on doit appliquer, amener le maximum d'assouplissement. À titre d'exemple, dans ma commune, les règles d'implantation, on vient de les assouplir par rapport au domaine public, par rapport aux limites des voisins. Le classique 0,3 mètres, on a dit, mais pourquoi s'en tenir à ça? On fait maintenant du 0 à 1,40 m. Bon, et ça permet de s'adapter, ça donne la possibilité supplémentaire d'adapter la maison aux terrains qui sont forcément plus contraints quand ils sont petits, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour votre retour. Je vais laisser la parole pour terminer à un autre élu, Alain Leboeuf, qui est conseiller général de Vendée et surtout responsable de l'établissement public foncier de Vendée. Alors ces établissements publics fonciers, il en a été question tout à l'heure. Pas forcément, ça ne fait pas forcément l'unanimité, hein, j'ai cru comprendre. Monsieur Leboeuf, qu'avez-vous à dire sur ces fameux établissements publics fonciers? Oui, effectivement, on a entendu ce matin que certains souhaitaient un établissement public foncier régional. Nous, on a eu la chance de pouvoir très rapidement se lancer sur un établissement public foncier départemental parce que la Vendée, aujourd'hui, on l'a dit depuis ce matin, c'est un département en pleine expansion où nous sommes en train de subir, nous aussi, de plein fouet, la problématique d'augmentation du coût du foncier. Et c'est pour ça que cet établissement public devenait important pour venir aider l'ensemble des élus locaux à essayer de protéger, j'allais dire, leur territoire, à les aider à contenir les prix pour que nous puissions continuer à proposer une accession à la propriété relativement facile. Vous savez qu'en Vendée, nous sommes les champions de France, j'allais dire, de l'accession à la propriété avec des constructions que les Vendéens apprécient par-dessus tout. Et c'est pour ça que tous les constructeurs sont les bienvenus sur la Vendée. Mais... Faut être Vendéen? Non, je pourrais juste, pas obligatoirement être Vendéen, puisque nous accueillons aussi quand même un certain nombre d'entreprises. Par contre, nous aimons aussi que les constructeurs puissent faire travailler une économie du département. C'est sans doute aussi une des spécificités de la Vendée, c'est cette répartition sur l'ensemble du territoire, d'une part de l'économie et justement d'autre part de l'habitat. Et c'est, tout à l'heure, M. Rottière, vous parliez de ces communes qui pouvaient accueillir des nouvelles populations parce qu'il y avait les écoles, etc. Je suis maire d'une commune à proximité de chez vous. On dit souvent la 3e couronne nantaise, hein, Roche-Servière pour tout vous dire. Et c'est vrai que chez nous, c'est le problème d'accueillir un certain nombre de Nantais qui reviennent en arrière-pays, j'allais dire, pour avoir la maison individuelle accessible, parce que c'est plus difficile sur la banlieue nantaise. Mais c'est vrai que pour nous, ce n'est pas sans poser de problème sur tout ce qui est infrastructure aussi. Et nous, je sais qu'on vous en pose parce que chaque matin, on vous les envoie travailler. Merci de nous les renvoyer le soir. Monsieur Rottière, vous souhaitez dire un mot ou éventuellement? Oui, juste un mot là-dessus. Je n'ai pas beaucoup de contact avec les élus vendéens. J'en ai pas mal avec
les élus de la Loire-Atlantique. L'un des problèmes de l'aménagement du territoire, c'est bien sûr la maîtrise de l'espace urbanisé, mais il y a un sujet qui ne nous concerne pas trop aujourd'hui, c'est la localisation des emplois et l'espace consommé par les activités économiques. Parce que sur l'agglomération nantaise, maintenant, on va commencer à consommer plus d'espace pour les implantations d'entreprises, plus d'espace que pour l'habitat. Donc ça commence à devenir un sujet. Et il faut bien le dire aujourd'hui, les emplois sont quand même concentrés sur Nantes et l'agglomération nantaise. C'est un problème à l'échelle du département, c'est même un problème avec les départements voisins. Et moi, j'ai la responsabilité à l'échelle de la communauté urbaine de l'aménagement du territoire, donc bien sûr le SCOT Nantes-Saint-Nazaire, mais aussi les SCOT, notamment les SCOT du Vignoble et les SCOT du Pays de Retz, donc qui sont juste à côté de chez vous. Et moi, je crois qu'il y a aussi, en matière d'aménagement du territoire, une répartition des emplois à avoir, parce que on ne peut résoudre ces problèmes-là que s'il y a une complémentarité entre les emplois et des échelles ou des petites villes, dit-on parfois, mais disons des pôles d'attraction territoriaux qui sont Roche-Charvière, Le Gay, doivent pouvoir être sur une part de territoire des points d'accroche et des points de vie avec toutes les facilités, y compris les emplois. Oui, un mot. Oui, là je partage complètement. C'est ce qu'on a essayé de faire, nous, à l'échelle de la Vendée, avec des zones économiques qu'on imagine un petit peu partout, réparties sur les différentes communes, agglomérations. Et on a aussi essayé de mettre au point ce qu'on a appelé les Vendéopoles sur le département, pour essayer de répartir effectivement cette économie sur le territoire, pour rapprocher le travail du domicile. Et là, c'est vrai que je partage complètement votre point de vue. Quant à l'EPF, eh bien, aujourd'hui, c'est un établissement qui fonctionne parfaitement et qui maintenant va essayer de se donner comme priorité ce qui a été dit déjà beaucoup ici, à travers, y compris nos petites communes, eh bien, une concentration à l'intérieur même de l'agglomération de la petite commune en question. Et c'est vrai que nous allons solliciter l'ensemble des maires, nous sommes en train de les encourager et les soutenir pour qu'on puisse, à travers un certain nombre de dents creuses notamment, eh bien, densifier toutes nos petites agglomérations. Alors, pas à l'image de Nantes, parce que vous savez faire beaucoup mieux que nous et on n'est pas du tout dans les mêmes proportions, mais c'est vrai qu'il faut qu'on le réimagine, enfin le réinvente à l'échelle rurale. Très bien, merci. On va prendre ça comme le mot de la fin parce qu'on est très pressé par le temps. Merci à tous les participants, on peut les applaudir.